y a 20 ans, Fabrice Rizzoli s'est aventuré dans un domaine de recherche improbable à l'université. Il en est devenu le spécialiste numéro 1 au niveau national, ce qui le conduit naturellement à venir en Corse, encore et encore. De quel domaine s'agit-il? Réponse avec ou sans filtre. Merci. Et bienvenue dans votre vie, Fabrice Rizzoli. Vie qu'on va traverser de part en part en faisant les grandes photos. Et on va commencer par celle-là. Tenez. Ouais. Vous êtes au spectacle. Oui, c'est impressionnant. C'est une très belle photo et puis elles sont très grandes. Ça fait beaucoup d'effet, en fait. Le fait qu'elles soient grandes. Voilà. Il paraît. J'ai jamais fait l'expérience pour moi, mais... Bien joué. Ouais. Vous m'expliquez celle-là? Donc ce sont mes parents et c'est moi au milieu. Avant de parler de vous, on va parler de vos parents. On va commencer peut-être par votre maman, Jacqueline. Oui. Qui c'est, Jacqueline? Jacqueline, c'est une dame qui compte beaucoup pour moi. C'est une femme très volontaire. Elle est partie chez ses parents très tôt pour rejoindre mon père. Elle est partie, la majorité était à 21, elle est partie à 18 ans, quelque chose comme ça. Travailler déjà, indépendante, voilà, à faire un enfant très tôt. Et puis, vraiment une femme avec beaucoup de caractère. Beaucoup de caractère. Ouais. Mais il en fallait peut-être pour se mettre avec votre papa. Votre papa est d'origine italienne, hein, comme votre nom l'indique quand même. Alors, c'est un Rizzoli d'origine italienne, mais ce sont des origines assez lointaines, relativement lointaines, 1830 paraît-il. Et donc, il est issu d'une famille de pieds noirs. Donc, il est né en Algérie, en 47, ma mère est de 50. Et toute la famille paternelle de mon père est issue d'Algérie depuis longtemps, depuis les premiers temps de la colonisation, c'est-à-dire 1830. Les grands-parents, vous en avez parlé. On va les rencontrer. Donc, alors, ici, il y a mon grand-père maternel. Ouais. Qu'est-ce qu'il regarde là? J'ai choisi cette photo parce que je lui montre une montre à moi, parce qu'il est horloger. Ouais. Voilà, c'est son métier. Travailler chez LIP. Il a travaillé chez LIP jusqu'à ce qu'il connaisse quelques déboires. Il était contremaître et il a voulu faire un peu de syndicalisme. À une époque, fin des années 50, où LIP fabriquait aussi des petits mécanismes d'armement, donc pour la France. Ouais. Et ce syndicalisme a été assez mal vécu, à mon avis, ne serait-ce que pour des questions de classe, mais aussi pour des questions d'intérêt de la nation, hein, au sens vraiment basique. Et on l'a fait partir de son travail. On lui a demandé de partir, il a perdu son travail, et ça a été assez difficile, ça a été plutôt une... une espèce de déclassement social, on peut dire. Une forme de déclassement social. Il n'a jamais retrouvé la stature qu'il avait. Il était quand même contremaître dans une très très belle entreprise. Ceci dit, il avait gardé le goût de l'horlogerie. Donc quand je lui montre cette montre, je trouve cette photo vraiment superbe. C'était quoi cette montre? Une petite histoire comme ça. J'ai le droit de le dire, ouais. Bon, c'est une montre Ferrari, mais achetée à Vintimille. Donc ce n'est pas une vraie montre. Et là, qu'est-ce qu'il dit? Il dit c'est de la merde. Il dit c'est vraiment un mécanisme, je ne savais même pas que ça existait. Je crois que c'est peut-être la première fois qu'il voyait un mécanisme chinois. Il faut dire les choses. Voilà. Voyons lui. Alors ça c'est mon grand-père paternel, à côté de ma grand-mère. Complètement différent lui, les idées opposées de votre grand-père maternel. Oui, alors mon grand-père d'Algérie depuis longtemps est issu d'une famille d'anciens combattants de 14-18. Très à droite déjà. Mon grand-père est quelqu'un qui aimait beaucoup la nation. Il a fait 2 ans de service militaire, il a fait 2 ans de drôle de guerre. Démobilisé, il se réengage volontairement. Il fait la campagne de Tunisie. Il y perd toutes ses dents, il mange du chat, du rat, enfin voilà, c'est ça la guerre. Et ça lui est donné comme ça une espèce de grand amour de la patrie. Vous en parlez, il y a quelque chose dans vos yeux quand vous en parlez, c'est que vous allez être très attaché
à celui-ci. Oui, il y a une filiation, bien sûr affective, mais intellectuelle, puisqu'il m'a donné le goût, certainement de la politique, dans tous les sens du terme, à la fois la politique aussi pour en faire, mais aussi le goût de certaines lectures. Et donc oui, c'est vrai qu'il a beaucoup compté sur moi. Pardon. C'est vrai qu'il a... C'est pas mal. Non, parce qu'il y a effectivement sa filiation même intellectuelle politique. Vous allez embrasser ces idées un bon moment dans votre vie. On va voir comment ça va évoluer. Oui. Mais petit jeune, en tout cas, vous êtes quand même d'extrême droite. Et puis surtout, votre vie va faire que, on va voir, vos parents vont se séparer. Oui. Et lui, il va combler un petit... Quand vous serez assez jeune, et lui, il va combler un petit peu ce besoin peut-être de sécurité que vous avez, non? En étant flic, C'est probable. Mais en tout cas, c'est vrai qu'il a beaucoup compté aussi pour... le choix professionnel auquel j'aspirais. Qu'on verra tout à l'heure. En attendant, on revient avec vous petit. Et il y a deux photos qui sont côte à côte. Oui. Alors je n'ai que celle-là pour expliquer qu'effectivement vos parents se séparent quand vous êtes assez jeune, dès 1976. Oui. Vous avez quel âge? Ou alors à 6 ans, 77. 6 ans. Mais oui. Et vous restez avec votre maman, vous vivez à Paris. Oui, vous grandissez à Paris, vous allez grandir dans un quartier d'abord populaire, parce que votre mère, effectivement, comme vous disiez, elle va être très courageuse. À côté de ça, il y a votre père qui, lui, va descendre sur la Côte d'Azur. Oui. C'est ça. Et sur la Côte d'Azur, eh bien, vous allez découvrir ça. C'est-à-dire que sur la Côte d'Azur, mon père va avoir un enfant avec une autre femme, qui n'est pas ma mère. Et donc ça, c'est Christophe. Et ça a beaucoup compté dans ma vie, parce qu'on a beaucoup d'années d'écart. Donc j'ai 9 ans lorsqu'il naît. Donc je m'en occupe. C'est quelqu'un qui compte beaucoup pour moi et cette photo est très 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 belle. Elle est sur une moto, c'est l'été, c'est la Côte d'Azur. Là où je vais tous les étés, plus de 2 mois par an, donc travailler, voilà. Pas que travailler d'ailleurs, parce qu'on a la photo à côté. Ah. Allez-y, venez. On est sur la côte. Là, vous travaillez pas là, hein? Comment ça, je travaille pas? Quand vous arrivez sur la Côte d'Azur, non, vous allez voir votre papa, parce que votre papa, effectivement, il a élu domicile ici, et son papa, son QG, c'est le bar. Voilà, il aime reproduire ce qu'il a vécu en Algérie, les copains, et tous les soirs après le travail, il va retrouver ses amis. Et moi, je le suis, j'ai 10, 11, 12 ans, et très vite, je trouve d'une occupation dans le travail. Servir au café, travailler en boulangerie. Et je trouve du travail au camion à pizza qui se trouve juste en face de ce café. Ça, c'est une autre histoire, le camion à pizza. Mais en attendant, justement, ici, dans ce bar, à 17h, il y a votre père qui y est, mais il y a d'autres personnalités qui ont rendez-vous ici. Et ça va vraiment peupler votre imaginaire. Qui on rencontre là, à cette terrasse de café? Alors, au bar de Jean Lépin, on rencontre... le proxénète interdit de séjour à Paris, qui réside ici, mais qui pourtant garde contact avec les prostituées qu'il administre. Vous avez ici des Italiens qui jouent aux cartes pendant quelques jours, une semaine, 2 semaines, puis qui disparaissent pendant des mois. Et on n'arrive pas trop à savoir ce qu'ils font dans la vie. C'est l'époque aussi des machines à sous. Donc dans tous les cafés de la Côte d'Azur, il y a des machines à sous, avec des arrestations, de la douane, enfin... pas des arrestations, on saisit les machines, etc. Et je me fais expliquer tout ça alors que j'ai 13, 14, 15, 16 ans. Et effectivement, ça a beaucoup compté pour moi de comprendre ce monde interlope de la Côte d'Azur et d'ailleurs partout dans le monde. On va voir ce que ça va donner, justement, ça. Et c'est dans une autre pièce qu'on va en parler. D'accord. On va commencer, justement. Vous avez une petite idée, hein? Béris, prenez place. Et donc, on va rentrer dans ce fameux camion de pizza. Ah oui. Ah oui. Ce camion à pizza. Des années et des années de ma vie, des étés, 7 jours sur 7. J'ai mis cette photo aussi, pas innocemment, pour la suite de l'histoire qui nous concerne. Parce qu'avec ce camion de pizza, vous allez quand même... Alors, vous n'allez pas vivre un drame, mais il y a quelqu'un... en rapport avec ce camion de pizza qui va vivre un drame et ça va vous marquer à vie, ça. Il y avait un monsieur qui était boulanger, qui faisait les pizzas, qui aidait le principal pizzaiolo le soir. Et cet ami de mon père, Gilles, je lui dis, je peux venir travailler en boulangerie avec toi? Il me dit, oui, si tu veux, tout, mais il faut te lever tôt, etc. Moi,
5 heures du matin, nous voilà partis, des jours et des jours, tous les jours, aller faire le pain, les croissants, etc. Et puis, au bout de quelques semaines, un 13 août, je crois, je l'attends sur le bas de la Nationale 7. Je l'attends, là, et il ne vient pas. On va apprendre très vite que Gilles, lorsqu'il est sorti de chez lui, quelqu'un l'attendait et lui a tiré dessus. Il lui a mis une balle dans la tête, mais comme Gilles s'est protégé avec son bras, la balle est rentrée dans le bras, ici, elle s'est logée là, et en fait, Gilles a vécu. Et oui, ça m'a beaucoup marqué, parce que ça fait de l'effet. Et puis voilà, ça donne déjà un contact avec ce que c'est qu'une mort violente, la violence par arme à feu, voilà. Ça, c'est sur la Côte d'Azur. Et puis le reste du temps, vous êtes effectivement dans la région parisienne. J'ai mis volontairement cette photo parce que, par l'intermédiaire du foot, et aussi parce que vous vivez dans un quartier un petit peu populaire, eh bien, vous changez un petit peu votre façon de voir la vie, que vous héritiez de votre grand-père aussi. C'est avec cette mixité sociale que vous vous dites... Est-ce que c'est là ou pas qu'il y a ce changement un petit peu de paradigme ? Oui, il y a l'idée que la contradiction se fait chaque année un peu plus forte. La contradiction entre une aspiration d'une France basée sur le drapeau, basée sur la nationalité, sur l'ordre aussi, tient moins avec le fait que je joue au foot, effectivement, en Seine-Saint-Denis, où mes copains sont français, gaulois d'origine, mais aussi juifs, arabes, noirs et musulmans. Et donc, cette contradiction va grandir d'année en année et pour finalement aboutir à enlever la partie la plus France bleu, blanc, rouge. Mais la France bleu, blanc, rouge, elle se rappelle à vous, parce que... Mais je vais pester tous les jours d'être à l'armée et en même temps, je suis content de l'avoir fait. Parce que, est-ce avant ou est-ce après que vous allez tenter le concours pour entrer dans la police ? Alors, je vais à peine le tenter, puisqu'en réalité, ça c'est juste après, mais 95, c'est l'année d'une réforme de la police nationale, où même pour être ce qu'on appelait inspecteur, on va devenir lieutenant-commandant de police, il faudra faire 1m71 pour entrer dans la police à cette époque. Donc je ne peux plus rentrer dans la police. C'est pas grave, j'avais investi les études. À cause de la taille. Et oui. Comme vous dites, c'est pas grave, vous avez investi dans les études, et même surinvestir dans les études. Parce que vous, l'élève qui avait redoublé donc 2 fois... Oui. Vous vous engagez dans les études et vous allez jusque... En effet, là, c'est une photo de ma soutenance de thèse sur les mafias italiennes et la fin du monde bipolaire. Et était présent Mario Vodano, qu'on voit à la fois de dos et sur la photo, avec ses cheveux blancs. Mario Vodano, qui est un peu mon père spirituel du point de vue des connaissances sur la mafia et surtout des systèmes anti-mafia italiens, puisqu'il est juge, il est maintenant à la retraite, mais c'est un grand juge italien anticorruption qui a fait de très très grosses affaires contre la corruption en Italie, et il m'a beaucoup appris. Qu'est-ce qui vous a pris de partir là-dessus, de partir sur ce travail sur la mafia ? Alors, très clairement, je voulais allier les connaissances empiriques que j'avais un peu connues dans le milieu interlope de la Côte d'Azur, mais aussi en Seine-Saint-Denis, mais aussi dans le 19e arrondissement, où j'ai grandi dans les années héroïnes, où les gens se piquaient dans les cages d'escalier. C'est vraiment ce que j'ai connu au quotidien. Et le savoir un peu livresque, c'est-à-dire, comment ces phénomènes existent ? Est-ce qu'il existe des livres ? Et en fait, j'ai fait un stage à l'Observatoire géopolitique des drogues. J'ai rencontré des gens exceptionnels, journalistes, chercheurs, sociologues. Et j'ai découvert que sur la mafia italienne, il y avait énormément de sources. C'est-à-dire que ce n'est pas un phénomène peu connu. La mafia italienne est le phénomène criminel le mieux étudié au monde. Et donc, j'ai voulu en faire une thèse. Et mieux qu'une thèse ? Enfin, mieux. Peut-on faire mieux qu'une thèse ? En tout cas, vous allez vite devenir une référence, en tout cas, sur le domaine. Des livres, vous allez donner des cours, même. Alors, j'ai effectivement un peu créé mon cours sur les organisations criminelles d'une manière générale, mais aussi les activités criminelles. Donc, vont être intéressés soit des cycles de conférences, soit des écoles de relations internationales, puis Sciences Po Paris. Sciences Po Paris, oui. Où j'enseigne encore maintenant la géopolitique des criminalités, c'est-à-dire que comment fonctionne la contrefaçon, que j'ai connu aussi de manière empirique, la contrebande, bien sûr le trafic de drogue, et les organisations criminelles. Qu'est-ce que ça dit de notre monde ? Qu'est-ce que ça dit de l'économie légale sans laquelle les activités criminelles n'existent pas ?
Et la manière empirique aussi, on la retrouve avec ça. Ça, c'est le militantisme anti-mafia. Et ce n'était pas une évidence. C'est lorsqu'on étudie pendant 10 ans les mafias italiennes de manière livresque, et puis en allant en Italie, on ne peut pas passer à côté de l'anti-mafia. Parce que l'Italie, c'est le pays de la mafia et de l'anti-mafia. Ils ont les meilleurs outils juridiques au monde pour lutter contre la mafia. Et un de ces outils qui est capital, c'est quelle place peuvent avoir les citoyens dans l'antimafia. Alors on est à Menton, là où les frères Pellegrino de la mafia calabraise ont trouvé le moyen de faire le terrassement de la gendarmerie nationale, de la collectivité territoriale. Ah ouais. Seulement le terrassement. Et on a déployé le jeu Confiscopolis à Menton, et on a fait jouer des jeunes qui arrivaient comme ça, qui n'y connaissaient rien. On a joué à confisquer des biens au crime organisé pour leur dire, voilà, c'est ce qu'il faut faire aussi en France, confisquer et réattribuer les biens. Confisquer et réattribuer les biens, c'est ça qui est intéressant. Parce que confisquer, on comprend ce que ça veut dire. Qu'est-ce que ça veut dire réattribuer les biens? Ça veut dire qu'en France, on confisque depuis peu les biens. Quand je dis depuis peu, une dizaine d'années, c'est déjà pas mal. Mais on les revend. Donc l'argent rentre dans les caisses de l'État. C'est très bien, hein, ça permet de faire des super choses. Mais le citoyen, lui, ne voit pas la différence. Surtout sur des territoires où la criminalité organisée va être visible. Seine-Saint-Denis, Marseille, Corse, mais aussi Nice et d'autres quartiers populaires, Bordeaux, etc. Le citoyen a besoin de voir que là où avant le crime payait, que c'était la villa du gangster, que c'était la villa du trafiquant, que c'était l'appartement de la nourrice, il a besoin que ça soit transformé symboliquement pour lui. Donc, il faut que la villa du gangster devienne un centre culturel. Il faut que l'appartement abrite une association qui fait de l'insertion. Il faut que l'immeuble de la corruption en France, l'immeuble de l'élu corrompu, soit le siège de l'association de lutte contre la corruption. En plus, dans toutes ces structures, les gens travaillent, payent des cotisations. Il y a des fiches de paye. Il y a des fiches de paye, pas comme quand c'est la mafia qui emploie. Donc, bref, il y a une activité économique légale qui se crée, quoi. Qui se crée et qui crée un cercle vertueux. C'est-à-dire que les gens y travaillent et disent, c'est ce qu'on sait en Italie, disent, eh bien, c'est bien le travail légal. C'est même mieux. C'est mieux. Voilà. Et ça marche. Et on essaye d'obtenir cette loi depuis maintenant une dizaine d'années en France. Parallèlement à ça, on va vous retrouver là, et là, c'est de façon assez étonnante. Oui, le combat politique. Qu'est-ce qui vous a pris à 40 ans de vous lancer en politique? Là, en plus, on est vers chez vous, là, hein? On est à Deuil-la-Barre, ouais, à l'époque. C'est la continuité du processus de me détacher, pour moi, d'idées conservatrices et d'aller vers des idées un peu plus progressistes. Et voilà, j'ai monté une liste et j'ai été élu minoritaire, comme on dit, hein, d'opposition minoritaire, pendant 6 ans. Et pendant que vous êtes élu, il y a une idée qui germe grâce à un étudiant qui est avec vous. Et cette idée, c'est celle-ci. En effet, lorsque j'ai commencé à faire Confiscopolis, etc., ouais, j'étais juste le référent d'une association italienne qui avait un projet européen. Donc j'étais le référent en France. Et puis, beaucoup d'anciens étudiants à moi sont venus aux conférences que j'organisais. Et ils ont amené d'autres personnes. Et en 2014, ils m'ont dit « Maintenant, ça suffit, il faut faire l'association de droit français ». Figurez-vous qu'à ce moment-là, je ne voulais plus la faire parce que précisément, je me lançais dans la campagne des municipales. Je n'avais pas le temps. Mais comment aurais-je pu dire non alors que précisément, pendant 4 ans, j'avais fait des choses qui ont créé les conditions d'une petite, humble émergence vers le bas de jeunes qui voulaient s'engager. Je ne pouvais pas les laisser là. Et en fait, j'étais très content. Et donc, on a créé Crimalt comme alternative. J'insiste sur le jeu de mots. Voilà, on n'est pas des policiers, des magistrats. On propose des alternatives à la grande criminalité. Donc, la connaissance, l'engagement et bien sûr, l'usage social des biens confisqués. Et c'est là que la Corse entre dans votre univers et va rentrer dans le nôtre aussi. Mais on va aller justement dans une autre pièce pour en parler. Vous me suivez? Oui. Allez, venez avec moi. Fabrice, dernière pièce, la pièce de la Corse. Puisque la Corse, effectivement, elle est là. Et elle vous appelle, en fait, la Corse. C'est vrai. Hein?
C'est vrai. Ça faisait déjà 5 ans que je faisais un peu de militantisme, de plaidoyer sur les instruments anti-mafia en France. Mais en 2015, la commission violence de M. Bouchini, lors d'une session sur le crime organisé, sur les violences de type crime organisé, invite moi et d'autres témoins, des époux ici victimes de raquettes. Tous les élus même, hein. Il invite tous les élus, et sauf que ça n'a pas un franc succès en fait. Les élus ne sont pas tous invités, ils font partie de la commission, mais ne viennent pas. Il n'y en a que 2 qui viennent, c'est ça? Il n'y en a que 2 qui viennent, ils sont là, Monsieur Bouchini et son adjoint. Corse Matin titrera les élus sèchent la commission violence. Bon, on était à quelques mois des élections, mais le thème peut-être aussi, qui sait. Voilà. Donc vous adoptez une nouvelle stratégie, c'est que si la Corse ne vous appelle pas, ben vous allez venir à la Corse, hein, ici. En effet, alors là c'est dans le cadre de mes activités avec Anticorps, l'association de lutte contre la corruption, qui décerne chaque année donc des Mariannes, des prix éthiques pour des personnes qui se montrent pour leur côté de bonnes pratiques de la politique. Et Séverin Médori, maire de Linguizzetta, et David Brugioni, maire de Centuri, nous avons voulu les récompenser à des années différentes, mais en même temps, parce qu'ils ont fait face à soit des actes mafieux, soit un système mafieux ou un système économique pervers. Et ils ont fait face, et ils ont payé le prix. On a voulu les récompenser ensemble, parce que... Très important ça, à 2. Oui, j'ai beaucoup insisté là-dessus avec d'autres Anticorps, pour qu'ils ne soient pas seuls. Parce qu'on sait très bien que lorsqu'on est isolé, on est beaucoup plus la cible des gens malveillants, donc il faut être collectif. Et puis de toute façon, ces 2 personnes ont connu des parcours différents, et c'est pour montrer que Corse du Nord, Corse du Centre, tout ça, c'est les mêmes problèmes. Il faut les affronter collectivement, une association et des maires qui se distinguent. Et vous l'avez cité justement, Anticorps. Et donc, on vous a vu sur chaque photo avec ces petits produits-là. Et ça a une vraie importance. C'est-à-dire, quand vous êtes venu sur le plateau de Via Stella, ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire qu'en Italie, avant où les terrains étaient tenus par la mafia, aujourd'hui, ils sont du domaine public. On y a mis des coopératives qui produisent donc quelque chose d'agricole et qui est bio, et que les Italiens peuvent manger. Donc, ça s'appelle terre libre, libera terra, terre libérée des mafias. Et donc, qui peut mieux comprendre que ça, que les Corses, que lorsqu'on fait de l'usage social des biens confisqués, on doit commencer par l'agriculture. C'est une évidence. C'est venu aussi d'Italie du Sud, et c'est comme ça que ça a fonctionné. Ça amorce le cercle vertueux. En Italie, il y a 100 000 biens confisqués. Vous l'avez dit tout à l'heure, c'est le pays de la mafia, mais c'est aussi le pays de l'anti-mafia. On voit ce que ça donne. Ça a du mal à s'y mettre vraiment en France, et encore plus en Corse. Il n'y a pas de médiatisation là-dessus, sur ces biens confisqués. Ça commence à venir. Par exemple, France 3 est venu avec nous en Italie voir comment des citoyens français se forment sur l'usage social des biens confisqués en Italie. Ça commence, c'est une chaîne régionale, mais ça fait quand même 10 ans qu'on essaye d'avoir cette loi en France. On l'a déjà obtenue en 2016, mais le Conseil constitutionnel a retoqué notre amendement. Et là, notre loi est encore votée à l'unanimité à l'Assemblée nationale et au Sénat, mais doit revenir sur un vote conforme au Sénat qui a été bloqué depuis le Covid. Donc on joue de malchance pour qu'on ait enfin une loi pour qu'en France, le bien du gangster soit redistribué aux citoyens. Traversons la Méditerranée, tiens. Parce qu'il y a encore la Corse, ici, avec vous. C'est ça. Qui vous accompagne? Donc là, nous sommes dans le cadre, avec l'association Crimalt, d'un projet Erasmus+, donc financé par l'Union européenne, l'agence. Donc, ils nous donnent de l'argent à l'association pour qu'on emmène des gens se former sur les biens confisqués. Et ça fait la 2e fois que nous allons donc en Italie du Sud. Et par exemple, ici, nous sommes en Calabre au mois de septembre. Il y a une journaliste de Corse Matin. Il y a des membres du collectif Maxime Souzini. Il y a Hélène Constanti, qui est corse, qui a écrit déjà des livres sur la Corse. Aujourd'hui, vous partagez votre emploi du temps entre justement ces cours. Et ça c'est vraiment... Combien de fois par an vous partez Alors, on part une fois par an et c'était l'exploit de partir en septembre en plein Covid. Mais nous avons un voyage qui est prévu à Palerme au mois de mai, autour des biens confisqués, mais aussi de la mémoire, où là, les collectifs anti-mafia corse devront participer activement. Vous
parler de cela? Alors, ça c'est Umberto Santino, le plus grand spécialiste de la mafia, à mon avis, en Italie, qui nous accueille, qui, à Palerme, nous accueille dans le premier musée anti-mafia au monde. Parce qu'il y a des musées de la mafia, mais il n'y a pas des musées d'anti-mafia. Donc c'est le combat de sa vie, en plus d'autres, et il est à Palerme. Pour l'instant, il est un peu fermé à cause du Covid, mais on ira le visiter. Et ça, c'est Don Ciotti. J'imagine que ce musée a été construit sur un bien confisqué. Alors non, il n'y avait pas les structures nécessaires dans le centre pour faire un musée dans un bien confisqué. Moi, je le regrette un peu, parce que j'ai un peu une obsession avec les biens confisqués, en effet. Mais c'est en plein cœur de Palerme, ça c'est très intéressant. Oui. Don Luigi Ciotti, qui est un prêtre, vous voyez, un prêtre de rue engagé depuis longtemps avec les prostituées, les toxicomanes, c'est lui qui a créé l'association Libera, un cartel d'associations anti-mafia aujourd'hui. Parce qu'il y a combien d'associations anti-mafia? Aujourd'hui, ils sont 1700. 1700 associations anti-mafia. Ils fédèrent 1700 associations anti-mafia, et il y en a qui ne sont pas dans Libera. Mais on leur doit la loi d'usage social des biens confisqués en Italie depuis 1996, qui fait que l'immeuble du mafieux, aujourd'hui, est une garde des finances, une coopérative agricole, là un endroit où on s'occupe des handicapés, des entreprises d'insertion, la coopérative de la mozzarella, où on fabrique de la mozzarella de bufflone, et dans un bien confisqué dans la banlieue de Naples. Et ça marche, et surtout, l'État aide là aussi. Et c'est important aussi que l'État joue aussi son rôle quand même. En Italie, comme en France, comme en Corse. Je dirais même la volonté politique. Même si la loi en Italie est venue d'une pétition d'1 million de signatures, elle est venue du bas, il a bien fallu un moment que le gouvernement Prodi dise « Ok, on y va, on la vote ». Et aujourd'hui, on demande évidemment à l'État d'être présent. Par exemple, les gens sur certains terrains subissent des menaces. Jamais un militant n'a été assassiné, mais ils subissent des menaces. Donc, nous, quand on y va, on doit parfois être accompagné des carabiniers. Il y a parfois une présence, pas toujours. Et on leur demande aussi de modifier les lois, parce que les biens confisqués, parfois, sont difficiles à gérer. Par exemple, comme on n'est pas propriétaire du bien confisqué, on ne peut pas emprunter à la banque. On ne peut pas hypothéquer. Donc, il faut trouver des mesures pour que le bien confisqué puisse vivre dignement, sans altérer la concurrence. L'Italie, vous y alliez pour travailler, mais l'Italie, on la retrouve ici aussi. Et ça sera l'image de fin. Donc ça, c'est ma petite famille, oui. Mes deux femmes. Et elles sont à Rome. Donc elles sont sur une très belle place qui est connue à Rome. Et donc cette photo est très belle pour leur complicité. Voilà, Monique et Flavia. L'Italie a un vrai combat en ce moment contre la Ndrangheta. Oui. Un méga procès qui se terminera d'ici 2 ans. L'Italie est sur la bonne voie dans la lutte anti-mafia? En tout cas, il y a eu un avant et un après les mesures anti-mafia dont on parle. Puisque avant, il y avait des centaines de morts, et aujourd'hui, il y a très peu de morts. Avant, il y avait 0 bien confisqué. Maintenant, il y a plein de biens confisqués qui reviennent aux citoyens. Et donc, le climat a changé. La mafia n'a pas disparu. Et en France et en Corse, est-ce qu'on est sur la bonne voie? La France a fait beaucoup de progrès en matière de confiscation, mais le citoyen n'est pas encore impliqué dans le dispositif, ne voit pas trop son intérêt, donc il y a encore un énorme enjeu de ce point de vue. Et en Corse, pareil ou pire? En Corse, vraiment, depuis la création des collectifs, aussi une baisse des homicides, je pense quand même que la situation est vraiment sur la bonne voie. Si vous le dites. Allez, faisons un petit selfie avant de se dire au revoir. Oh, j'ai pas le droit de vous toucher, pardon. Cool. Merci infiniment, Fabrice. Merci infiniment pour vos éclairages et un de ces jours en Corse, parce que quelque chose me dit que vous n'avez pas fini de venir quand même. Hein. Allez, à bientôt. Au revoir. Au revoir.